Il y a 15 ans, une vingtaine, trentaine d'économistes libanais, syriens, égyptiens, tunisiens, marocains, algériens et j'en passe, se sont réunis, on dit, faisons un groupe de réflexion sous le thème croissance et justice sociale. Alors, ce cercle de réflexion a organisé des conférences, dont deux étaient avec Georges Corm, le premier vers 2013 à Dauphine, le blocage des transitions démocratiques arabes, et le second sur l'économie de la rente. C'était un peu plus tôt en 2010 et c'était dans l'amphithéâtre du Monde. On fait aussi des études, ça c'est l'exemple de deux études qu'on fait au nom du cercle. Et ça, ce sont des images de la conférence sur l'économie de la rente qui s'est passée à l'amphithéâtre du Monde. Il y avait énormément de monde. Et vous voyez Georges expliquer à l'époque à un auditoire qui était aussi nombreux que le vôtre. Et il faisait des schémas sur l'économie de la rente. Voilà, donc Georges était un auteur prolifique, écrivant sur l'histoire des pays arabes, sur leurs problèmes sociaux, sur la fracture imaginaire Occident-Orient, mais aussi encourageant des écrits pour la promotion des livres sur les femmes arabes. Ça, c'est moins connu. Il a dédicacé ou fait les entrées de plusieurs livres dans ce sens. J'ai échangé longuement avec Georges, qui est un ami, à deux moments de l'histoire, peut-être pas connus de tout le monde. Le premier, c'était en 1990 en Syrie, où il a aidé les autorités syriennes pour relever le défi d'une faillite financière, un défaut de paiement qui s'est passé en 1986. Personne ne se souvient de ça. Et le second, en 2000, quand il était ministre des Finances, où il a élaboré, avec Shelben Nahas et Makram Sardel, un plan de réforme pour éviter la crise financière déjà présente en 2000, déclenché en 2016 et explosé en octobre 2019. Le plus douloureux, c'est que Shelben Makram et Georges ne se parlaient plus après, alors qu'ils avaient... Et Georges a payé très cher cette tentative de réforme, avec, on peut en témoigner, interdiction de consultation pendant plusieurs années. Il faut le signaler parce que c'est aussi oublié. Pour revenir à ses écrits, et sur le premier sujet, Corm a ciblé dans ses écrits les difficultés de construire des États démocratiques dans le Mashrek. Déjà, la problématique de construire un État solide pour des sociétés multiconfessionnelles, multiethniques, et avec de fortes identités régionales, était un défi. Et il y avait un autre défi, les interventions étrangères qui se jouent depuis les concessions ottomanes et qui jouent justement sur ces différences, et aussi l'autre défi qui est l'État d'Israël, qui est conceptuellement facteur de déchirement dans toutes les sociétés du Mashrek. On le voit aujourd'hui. Et face aussi à la compétition et à la projection de la force des puissances régionales émergentes d'Israël à l'Iran, à la Turquie, aux pays du Golfe. Il n'y a pas de démocratie sans État, ça c'était sa conviction, sans État solide qui en garantit le fonctionnement. Un État qui se place au-dessus des équilibres et des compétitions communautaires. Il n'y a pas de démocratie sans une identité d'égalité totale dans de la citoyenneté. Corm n'avait pas un problème d'identité. Il était solidement libanais et solidement arabe. Les deux, il refusait toute identification communautaire, fidèle aux bâtisseurs libanais de la Renaissance arabe, la Nahda. Corm était profondément aussi séculier. Dans la lecture profane des conflits, il a écrit « Si les différences ethniques et religieuses cherchent à s'affirmer, c'est bien parce que l'égalité de chances économiques, culturelles et sociales ne fonctionne plus et que le repli identitaire devient l'expression de la protestation politique. » Pour lui, la religion est la forme facile de gouvernement arbitraire autoritaire. Sur l'autre aspect, Georges Corm appelait à rompre le cercle vicieux des rentes, non seulement des rentes pétrolières,
comme beaucoup le pensent, mais aussi des rentes immobilières, le genre projet solidaire auquel il s'est opposé au Liban, des rentes financières, avec l'histoire du secret bancaire fait en 56, au moment de la guerre de Suez, et pas pour récolter l'argent des Syriens et des Égyptiens, les nationalisations n'étant pas intervenues qu'en 61. Des rentes de situation comme le canal de Suez, des rentes de transfert des travailleurs immigrés, des rentes des aides internationales. Mais il disait, ou il a écrit, encore faut-il que les dirigeants politiques, les hommes d'affaires, les économistes et les intellectuels qui gravitent autour d'eux soient prêts à le faire. Donc le problème était interne et pas seulement à cause des acteurs étrangers. Voilà, donc laissez-moi faire en dernier lieu une interprétation personnelle de sa pensée concernant les événements actuels. Le génocide perpétré à Gaza n'est pas un conflit entre juifs et musulmans. L'agression israélienne criminelle contre le Liban et la connivence des pays du Golfe dans cette agression ne résultent pas réellement d'une alliance juive sunnite contre les chiites. Je le dis franchement. Nous sommes dans un épisode de projection de force des puissances régionales riches contre les États fragiles, de la Libye au Soudan, au Yémen, à la Syrie, au Liban et à l'Irak, et aux Palestiniens. Ces puissances régionales collaborent ou sont en compétition pour refaçonner le monde arabe, comme au temps de Sykes-Picot et de la déclaration Balfour. La construction de l'Union européenne a grandement contribué à cette fragilisation et a appuyé telle puissance régionale ou telle autre. Les élites des États fragiles ont une responsabilité énorme dans ça. Bon, hors de cette chose sérieuse, cependant, ce sont ces mêmes pays fragiles qui retiennent la mémoire de 7000 ans d'histoire humaine. Lire et relire comme et redécouvrir sa propre histoire moderne et ancienne pour démanteler les propagandes, quelles qu'elles soient, est un acte essentiel aujourd'hui de résistance et de résilience. Laissez-moi vous montrer deux clins d'œil. Un premier clin d'œil qui est la première Cléopâtre. Cléopâtre, la fierté de son pater. La première Cléopâtre était la fille de l'empereur Séleucide, qui s'est marié avec le pharaon ptolémique d'Égypte, symbole de l'union entre la Syrie, elle était d'ailleurs appelée Cléopâtre I Syra, ou Théa, la déesse, et le mariage s'est fait où? Il s'est fait à Rafah, d'une grande symbolique. Voilà. La deuxième note culturelle, c'est à propos de Georges. Il a travaillé pour faire honneur à son grand-père et à son père qui était peintre. Là, on est parmi les pionniers dans la région du Mashrek. Alors j'étais jaloux, moi aussi, je fais l'éloge de mon grand-père, qui s'appelle Saïd Tahsin, côté maternel. Ça, c'est le clin d'œil est en trois phases. Ça, c'est les autoportraits de chacun. Ça, c'est comment les deux ont imaginé Aïn Mreissé. Ça, c'est comment les deux ont imaginé les pastèques, qui sont des symboles aujourd'hui de la Palestine. Et c'est comment les deux dessinaient les pauvres gens et s'intéressaient aux pauvres gens. Les uns à gauche sont les pauvres ouvriers égyptiens qui tirent les bateaux, et la seconde image, c'est l'image de la famine qui s'est passée en 14-18 dans nos pays. Voilà. Moi j'ai fini. Je passe la parole maintenant à mademoiselle Zarita.